Nous vous avons réunis, et je salue l'ensemble des journalistes présents, des parlementaires aussi français qui nous ont rejoints dans cette salle pour faire le bilan sur le plan d'action Lima-Paris, qui vient donc de se terminer. Et avant que, bien évidemment, les négociations continuent, et je dois dire que, comment dirais-je, tout le monde peut constater d'un avis finalement collectif, c'est que ce plan d'action Lima-Paris est vraiment à la fois une très grande nouveauté au cours d'une conférence climat et en même temps un formidable succès. Un succès qui n'est pas terminé parce que c'est une dynamique qui est lancée. Et si l'on fait le bilan de la journée de l'action et des 12 événements thématiques qui se sont tenus du 1er au 8 décembre au cœur des négociations de la COP 21, je crois que la première observation que l'on peut faire, c'est qu'il y a eu une mobilisation massive des acteurs non étatiques. Plus de 70 grandes initiatives coopératives qui regroupent près de 10 000 acteurs issus de 180 pays sont venus présenter leurs actions. C'est du jamais vu. Et pardon d'avoir eu un peu de retard parce que justement je finalisais la liste pour que vous puissiez la voir immédiatement à l'issue de cette conférence de presse. Donc, plus de 70 grandes initiatives, 10 000 acteurs, 180 pays. Près de 7 000 engagements individuels concrets ont été mis sur la plateforme Nazca, j'en ai rendu compte tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir. 2250 villes, 150 régions représentant 1,25 milliard d'habitants, plus de 2000 entreprises, 424 investisseurs et 235 organisations de la société civile, dont vous pouvez voir sur cette plateforme les réalisations et les engagements. Le troisième point, il y en a 5, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars qui sont réorientés climat pour investir dans la transition vers une économie bas carbone et résiliente. Quatrième point, plus d'un tiers des 2000 plus grandes entreprises mondiales sont engagées pour le climat. Et donc, ça a été un des points d'ailleurs très forts. Et je pense que c'est le basculement depuis les plus de 20 ans de conférences climat. Je pense que le plus grand basculement que l'on connaît, c'est le basculement vers la croissance verte, c'est-à-dire un engagement des entreprises qui a été précédé d'ailleurs par plusieurs temps forts, puisqu'il y a eu l'Action Week, la Business Week à Paris, la Business Week à New York. Et je pense que la prise de conscience des entreprises, leur intérêt bien compris aussi, ne soyons pas naïfs, mais après tout, si on rentre dans des logiques gagnant, 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 comme le dit le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, eh bien, accélérons cette transition, sans toutefois laisser aussi certaines entreprises faire du greenwashing ou du business as usual. Donc, il faut aussi être extrêmement vigilant sur la façon dont les entreprises s'engagent dans la croissance verte. Mais je crois que ce basculement du monde économique et du monde financier est vraiment le grand acquis de la COP 21, parce qu'à partir du moment où elles ont compris que le coût de l'inaction était plus élevé que le coût de l'action et où il y avait de la valeur ajoutée à créer dans les nouvelles et énergétique, à ce moment-là, on sait que ça va s'accélérer. Le cinquième point, ce sont les milliers de dirigeants locaux, de chefs d'entreprise, de personnalités de la société civile qui sont venus au cours de cette COP 21 témoigner de leur engagement, présenter leurs solutions et leurs propositions et apporter aussi leurs engagements charismatiques et mondialement connus pour faire avancer la cause du climat. Voilà le bilan global avec les quelques grands chiffres qu'il faut retenir. Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette stratégie? Comment peut-on résumer la stratégie et la place du plan d'action Lima-Paris dans la COP? Je voudrais dire d'abord que c'est un processus inédit dans une COP et c'est une part essentielle du résultat de Paris. Et l'on peut déjà dire que la COP 21 est un succès par rapport au déroulement et aux engagements concrets qui émergent, ce qui n'était pas du tout donné au départ, ce n'était pas du tout quelque chose d'évident. On ne savait pas au cours de l'année, toute cette année préparatoire de cette semaine des solutions, vraiment si ça allait se cristalliser, si ça allait monter en puissance, et je crois que les résultats sont au-delà de toutes nos espérances.
Je voudrais à cet égard d'ailleurs souligner l'engagement exceptionnel et personnel du secrétaire général des Nations Unies, parce qu'il est venu personnellement dans plusieurs focus. Personnellement, moi, je l'ai vu dans le focus sur les énergies renouvelables. Il est venu sur la problématique de l'Arctique. Il est venu sur la réunion très importante du secteur financier. Il est venu dans plusieurs thématiques personnellement apporter son poids institutionnel et son poids charismatique dans la montée en puissance de cet agenda des solutions. Et d'ailleurs, c'est lui qui l'a lancé. Parce que je me souviens, puisque j'y étais, lors de la Climate Week de septembre 2014, le sommet climat qu'il avait organisé en parallèle de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est de là que tout est parti, puisqu'on a vu déjà se cristalliser une très forte présence, notamment des ONG et des entreprises et des territoires, déjà à ce moment-là. Et donc l'impulsion qui a été donnée à New York en septembre 2014, finalement, est montée en puissance jusqu'à cette semaine du 1er au 8 décembre que nous venons de vivre. Ce plan d'action donc, est à la fois donc, une impulsion du secrétariat général des Nations Unies, du secrétariat général de la Convention cadre des Nations Unies avec Cristina Figueres qui s'est beaucoup investie, et bien évidemment des présidences françaises et péruviennes. Et donc ce quartet a organisé pendant toute cette année la finalisation du déroulement de ces 12 événements. Cet objectif, c'est d'amplifier le mouvement global de l'action qui est en cours à tous les niveaux, dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les régions du monde. Et il montre qu'il est possible non seulement d'engager des actions concrètes avant même l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, qui, je vous le rappelle, rentre en vigueur en 2020, mais précisément la pulsion qui est donnée, la visibilité qui est donnée aux actions qui ont été lancées, souvent par des gens avant-gardistes, que ce soit les territoires avant-gardistes, les entreprises avant-gardistes, les associations avant-gardistes, les fondations avant-gardistes, qui depuis des années travaillent sur ce sujet, aujourd'hui qui sont rattrapés, c'est une bonne chose, par des convergences très fortes, c'est-à-dire ceux qui n'y avaient pas pensé ou qui étaient un peu en retard, qui prennent le train du mouvement, et en même temps ça prouve qu'on n'attend pas 2020 pour agir, mais que l'action c'est tout de suite. Et c'est pourquoi d'ailleurs par rapport à la préoccupation notamment des ONG ou de certains pays les plus directement affectés par le règlement climatique et qui se demandent si finalement les objectifs qui, je le rappelle, lorsque l'on fait la somme des INDC, nous mettent plutôt à 3 degrés plutôt qu'à 2 et même plutôt qu'à 1,5, ce qui est une exigence de survie pour certains États insulaires, eh bien, c'est bien évidemment par l'engagement et l'accélération des actions opérationnelles que l'on pourra aussi accompagner des clauses de révision, et même je le souhaite, avant 2020, parce qu'on ne peut pas rentrer dans un processus qui nous met à 3 degrés. On doit rentrer dans un processus dynamique et non pas dans un processus statique avec des rendez-vous comme ça fixés dans le temps. Moi, ma grande espérance, quand je vois la réussite de cette semaine de l'action, c'est que les actions opérationnelles vont montrer que le mouvement est finalement plus rapide que ce que l'on avait imaginé et que les rendez-vous avant 2020, finalement, vont s'imposer d'eux-mêmes grâce à la réalité des résultats. Et donc, ce plan d'action, Lima-Paris, c'est toute la dynamique qui s'est constituée autour et qui sera aussi un atout pour les pays dans la mise en œuvre de leur contribution nationale volontaire. En effet, c'est la troisième observation, c'est que puisque les pays vont devoir appliquer leurs INDC, on voit bien que l'application opérationnelle des INDC, elle est faite par les acteurs infra-étatiques, elle est faite par les entreprises, elle est faite par les territoires. Et donc, ça va énormément aider ces coalitions d'action, parce que ça va aussi donner des idées à ceux qui n'en ont pas, accélérer les coalitions d'action. Je l'ai vu d'ailleurs de façon très opérationnelle, puisque j'y ai assisté en direct. Par exemple, dans la coalition sur la géothermie, dont le président islandais Grimson était leader, que nous avons beaucoup poussé avec l'Agence internationale de l'énergie, avec l'IRENA, on a vu des pays, par exemple d'Afrique, n'avoir pas pensé forcément à la géothermie et rejoindre la coalition de la géothermie en s'informant, en disant mais peut-être que nous aussi, finalement, on a peut-être du potentiel en géothermie, on n'y avait pas pensé. Ils sont venus voir la coalition géothermie et voilà une énergie renouvelable qui était quand même très marginale. Et tous les pays qui ont des sols volcaniques se sont dit, mais tiens, si finalement les technologies de la géothermie voient leur coût baisser
si on peut mettre en commun ce qu'a fait l'Islande, ce qu'a fait l'Éthiopie, ce qu'ont fait d'autres pays, ce que nous développons en France dans nos outre-mer, notamment en Martinique et Guadeloupe, où il y a un potentiel géothermique. Et par exemple, on vient de débloquer la production de géothermie à bouillante en Guadeloupe. Bonne nouvelle que j'ai apprise hier. C'était un travail de 10 ans de travail, et je suis convaincue que le fait qu'il y ait une coalition géothermie a poussé en avant des entreprises de ce secteur qui n'y croyaient plus pour se dire on va faire le potentiel, l'inventaire du potentiel à l'échelle de la planète et venir en offre de services dans des pays qui n'ont pas forcément compris au départ qu'ils pouvaient accéder à cette énergie. Je pense que cet exemple est assez représentatif de ce que l'on voit se déclencher comme dynamique de convergence et de mise en commun de bonnes pratiques et finalement de transfert de technologie. Et quand on voit que la question des financements et que la question des transferts de technologie est quand même un des points clés de la crédibilité de l'accord, on voit à quel point l'agenda des solutions participe au transfert de technologie et aux engagements financiers. Parce que demain, quand il y aura les 100 milliards, ou même sur le fonds vert, il est quand même beaucoup plus opérationnel d'aller financer des projets opérationnels, par exemple de dire en mettant sur la géothermie, il y a tant de pays, il y a par exemple 5 pays qui veulent se lancer dans la géothermie, voilà, on sait combien ça coûte. C'est pas la peine d'aller dépenser des études complémentaires, des technologies complémentaires, des organismes intermédiaires complémentaires, mais puisqu'on a dans tel pays la démonstration que pour produire tant de kilowattheures à partir de la géothermie, ça coûte tant, on peut donc financer et donner une sécurisation à l'ingénierie financière, qui est quand même un des gros sujets qui n'est pas encore résolu, pour que les pays qui sont en attente de financement et de transfert de technologie soient sécurisés à la fois sur les choix, sur les projets, et que les pays financeurs soient aussi sécurisés sur les choix, sur les projets et sur le caractère opérationnel des dépenses. Alors, en ce qui concerne les tendances de la mobilisation et les enseignements clés, je dirais d'abord plusieurs choses. Les initiatives lancées à New York en 2014, je viens d'en parler, tiennent leurs promesses. Un an plus tard, elles sont robustes, elles sont structurées. On peut donner par exemple la déclaration de New York sur la forêt, qui a vraiment connu ici une finalisation et des engagements extrêmement précis. Deuxièmement, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a eu un changement d'échelle en faveur des renouvelables en Afrique, puisque 10 milliards de dollars ont été annoncés pour financer le déploiement des énergies renouvelables en Afrique d'ici 2020, et la France a annoncé une contribution de 2 milliards à cet objectif. Troisièmement, un engagement remarquable des villes et des territoires. Plus de 7000 collectivités se sont engagées à faire des plans climat. Donc il va falloir que toutes les collectivités, et c'est une première étape, mais maintenant toutes les collectivités du monde entier doivent avoir un plan climat. C'est ça l'objectif, c'est une espèce de première étape qui va s'accélérer. Et si toutes les entreprises s'engagent dans les investissements verts, si toutes les collectivités s'engagent à avoir un plan climat, parce qu'on aura mis à leur disposition la méthodologie et gratuitement à la disposition une mise en commun de la méthodologie, y compris en utilisant les moyens Internet de la réalisation des plans climat, on peut connaître vraiment une très forte accélération. Quatrièmement, de nombreuses initiatives sur l'efficacité énergétique comme principale source de réduction des émissions ont été évoquées, avec des choses très précises comme les appareils électriques, les districts urbains, les installations industrielles, le transport, les carburants. Je pense en particulier à l'appel à projet que j'ai lancé sur la voiture électrique populaire à moins de 7 000 $, qu'il faut absolument réussir à mettre sur le marché en faisant converger plusieurs industriels. Cinquièmement, la finance privée a annoncé des montants d'une ampleur inattendue dans une triple direction. D'abord, la mesure du poids carbone de ses portefeuilles. Deuxièmement, les investissements dans les projets pro-climat. Et enfin, le retrait des investissements dans les combustibles fossiles. Là aussi, il y a eu des précurseurs. Il va falloir que ça s'accélère, notamment les investissements charbon. Il va falloir à un moment qu'ils soient bien clairement dit. Et ça, c'est dans l'accélération de l'agenda des solutions que vraiment il faudra donner l'impulsion supplémentaire pour que la réorientation vers les énergies renouvelables soit faite à 100%. Et enfin, mobilisation exceptionnelle de la communauté des acteurs de l'eau,
Ça, je le tiens à le souligner parce que là aussi, ce n'était pas gagné au départ. Et la question de la gestion de l'eau est apparue comme une question majeure avec la question de l'océan, qui est enfin inscrite à l'agenda des solutions, ce qui n'était pas le cas au départ, alors que c'est plus de 70% de la surface de la planète. À Paris, la gestion concertée de l'eau, la résilience de l'océan ont vu la mobilisation d'une centaine d'acteurs publics et privés avec le pacte de Paris pour l'eau. Si je suis trop longue, vous m'arrêtez. Donc, je peux encore abuser de quelques minutes. C'est tellement important, mais je ne voudrais pas non plus, si certains d'entre vous sont A couple of pressés. moments, Minister, because 2 minutes, c'est fantastique. Ok. Encore, yeah. Vous me rassurez. Et donc, si je reprends les 12 événements auxquels j'ai pratiquement participé à tous ces événements, alors même si j'ai dû sauter d'un événement à l'autre, donc je n'ai pas écouté tous les débats, mais j'ai regardé le compte-rendu de tous les débats et en intervenant sur chacun de ces événements. Et moi, je puis personnellement témoigner vraiment du saut qualitatif et quantitatif de ce qui s'est passé pendant cette semaine. À partir des documents du départ, de ce qui se passait dans les salles, des salles qui étaient pleines à craquer, des intervenants qui ont tous tenu leur parole. Ça mérite d'être souligné quand même, parce que vous savez, souvent il y a des colloques, les gens s'inscrivent, on arrive, ils ne sont pas là. Ça arrive souvent, notamment en France. On est des spécialistes de la question, parfois, dit-on. Et là, je pense que ce qu'il faut souligner, c'est l'implication, et quel que soit le niveau d'intervention des uns et des autres, tous ceux qui s'étaient inscrits à ces événements sont venus. Et je pense que ça a joué aussi beaucoup dans la crédibilité de ce qui s'est déroulé et dans la densité et les centaines de personnes, les milliers de personnes même qui ont participé pendant toute cette semaine à ces débats particulièrement concrets. Sur les forêts, par exemple, alors je ne veux pas être trop longue, mais il y a quand même eu, pour bien faire comprendre les engagements très opérationnels, il n'y a pas eu que du débat, où il n'y a pas eu, comme le disait un jeune collégien lors de la réunion sur l'Arctique, auquel participait d'ailleurs le Ban Ki-moon, et qui disait, il nous a dit, oui, alors vous les adultes, vous êtes en train de discuter, donc vous discutez au cours d'un café, alors arrêtez de discuter au cours d'un café et passez à l'action. Donc c'était un petit joke, une petite plaisanterie. Ben, je peux vous dire que là, on n'a pas fait que échanger, que discuter dans des colloques théoriques, puisqu'à chaque fois, la préoccupation a été de sortir du sujet avec des engagements concrets. Par exemple, sur les forêts, il y a eu des engagements de l'Allemagne, de la Norvège, du Royaume-Uni qui se sont engagés pour mettre sur la table 5 milliards de dollars pour les pays forestiers, à condition que les pays forestiers montrent leur volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Colombie a pris des engagements. Mondelez International a pris des engagements afin de soutenir la production de cacao durable, par exemple. Il y a eu aussi des centaines d'hectares qui ont été identifiés de protection en Amazonie. Il y a eu des décisions sur la forêt boréale dont on parle assez peu souvent. Et donc, il y a eu des engagements très précis sur la forêt avec des actions de reforestation comme l'action de Sean Penn, la reforestation d'Haïti, qui a fait l'objet de conventions, donc des conventions très opérationnelles sur ce sujet. Agriculture également, résilience, j'en ai parlé avec le pacte de Paris sur l'eau qui a été signé par plus de 300 participants et 87 pays qui ont été passionnés sur les débats sur la gestion de l'eau par bassin, avec les solidarités, vous savez, en amont et en aval. Et ça, c'est une approche très importante de l'agenda des solutions parce qu'on dépasse les frontières nationales pour tenir compte des cohérences écologiques. Et c'est vrai que quand on gère l'eau, si on le gère sur une échelle nationale, il y a des conflits autour de l'eau, puisque les pays en aval vont conflicter avec les pays en amont pour la gestion de l'eau. Ils vont par exemple faire des barrages en amont, et puis il n'y aura plus d'eau en aval. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que, et la France a mis à disposition son ingénierie sur les agences de bassin, c'est que 87 pays se sont engagés à mettre en place de la gestion des rivières, de la gestion de l'eau, par ce qu'on appelle par solidarité de bassin. Et ça, c'est vraiment très nouveau. Sur la résilience et sur l'adaptation, 50 pays les plus vulnérables ont adhéré à l'initiative de Cruz
En clair, ça veut dire à l'initiative de prévention des catastrophes naturelles, avec des engagements financiers qui ont été pris, notamment l'Union européenne a pris des engagements financiers pour installer dans les pays les plus vulnérables des systèmes d'alerte très opérationnels. Il y a eu des décisions sur l'océan aussi, avec la reconstitution des barrières de corail, la reconstitution des mangroves, la renonciation à la pêche en eau profonde, la question aussi de l'érosion côtière, qui est un problème catastrophique, notamment sur les côtes africaines, par exemple, où les plages disparaissent à une vitesse accélérée. Et quand on sait que les 10 plus grandes métropoles du monde, de plus de 10 millions d'habitants, sont sur les zones côtières, sur la planète, on mesure l'importance des actions opérationnelles sur la lutte contre la montée du niveau de la mer. En ce qui concerne les transports, 65 pays se sont engagés à améliorer l'efficacité des véhicules. Il y a eu des engagements sur le fret ferroviaire. Il y a eu donc cet appel à projet sur la voiture électrique bon marché, accessible à tous. Et puis, il y a eu des réseaux de villes, les smart cities, qui ont été, là aussi, qui se sont mobilisés, qui se sont constitués en réseau. Sur le bâtiment, nous avons lancé une alliance mondiale sans précédent pour les bâtiments et la construction, avec 60 organisations professionnelles à travers le monde et 22 pays. Alors, de quoi s'agit-il? Parce que certains pays découvraient les choses, d'autres sont en avance. Donc l'idée, c'est que l'ensemble des pays s'alignent vers le haut sur ce qui se passe de mieux dans chacun de ces pays. Et donc, par exemple, on a parlé des territoires à énergie positive, des bâtiments à énergie positive que certains pays découvraient. Donc, il y a eu des échanges entre les filières professionnelles du bâtiment pour savoir quelles étaient aujourd'hui les meilleures techniques de construction par rapport à des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Et là aussi, la France, qui a inscrit ce principe dans la loi de transition énergétique, a pu contribuer à ces échanges. J'ai presque fini. Sur la finance privée, il y a eu un débat là aussi très intéressant et très neuf sur la réorientation des investissements vers l'économie bas carbone. Il y a eu un débat très approfondi sur la question du prix du carbone. Et ça, c'était intéressant de voir que plusieurs dizaines d'entreprises nouvelles sont venues dans cette coalition du prix du carbone et que certaines entreprises même ont déclaré qu'elles allaient en interne, au sein de l'entreprise, se mettre un prix du carbone volontaire sur l'énergie, sur les villes, sur les entreprises et le secteur privé, sur l'innovation. Des engagements très opérationnels ont été pris. Donc, ils vont vous être distribués parce que je ne voudrais pas non plus être trop longue. Donc, on a fait cet effort d'identifier les points opérationnels très concrets des différentes alliances, des différents engagements, en rappelant que lundi dernier, le 30 novembre, ce sont les chefs d'État eux-mêmes qui ont donné cette impulsion, parce qu'ils ont donné l'impulsion sur l'électrification en Afrique, sur l'Alliance mondiale solaire, sur le doublement de l'innovation, le focus innovation, et sur la coalition des pays sur le prix du carbone, c'est-à-dire dès lundi après-midi, les chefs d'État et de gouvernement se sont personnellement impliqués sur ces forums et ces groupes pilotes, et donc l'agenda des solutions, la semaine des solutions, avait dès le 30 novembre reçu une impulsion très forte, et je pense qu'elle a été à la hauteur de ses espérances, et même qu'elle a dépassé toutes ses espérances. Et aujourd'hui, il faut, dès la semaine prochaine, je pense, continuer à redonner une impulsion, des rendez-vous réguliers. Et d'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies a annoncé un rendez-vous dès le début de l'année 2016 pour donner une impulsion, pour vraiment redonner en début d'année des perspectives et une mission claire à cet agenda des solutions. Thank you.